Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après un premier mandat et un comeback historique, Donald Trump est officiellement devenu le 47e président des États-Unis le lundi 20 janvier. Investiture à Washington marquée par une série d'annonces chocs, retrait de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sortie de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump promet qu'avec lui, les industriels pourront forer du pétrole à tout va. Il décrète l'état d'urgence à la frontière mexicaine pour envoyer l'armée lutter contre l'immigration clandestine. Il dit aussi vouloir mettre un terme, je cite, au délire transgenre. Et il a signé une grâce présidentielle pour plus de 1500 assaillants du Capitole en 2021. Beaucoup de ces annonces ne seront sans doute jamais appliquées, d'après les spécialistes du droit américain, mais elles donnent le ton du second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Retour sur l'investiture du 47e président des États-Unis avec Mehdi Bouzouina, correspondant du Parisien aux États-Unis. Il est en ligne de Washington. Mehdi Bouzouina, la première info au matin de l'investiture de Donald Trump, c'est que la valeur de la monnaie virtuelle Bitcoin a bondi. Près de 110 000 $ le Bitcoin contre 70 000 il y a seulement 2 mois. Explication, pendant le week-end, Donald Trump a lancé sa propre monnaie virtuelle. Oui, Donald Trump a lancé le dollar Trump, qui est sa propre crypto-monnaie, sa propre monnaie virtuelle. Très vite, en fait, sa monnaie a généré des milliards de dollars en volume d'échange. Et elle est passée, en fait, en quelques heures de 7 $ à 75 $ par pièce. En fait, c'est pas nouveau, ça fait un moment que le milliardaire s'intéresse aux crypto-monnaies. L'année dernière, il avait déjà lancé une sorte de plateforme pour échanger des crypto-monnaies. On sait aussi qu'Elon Musk est un immense fan des crypto-monnaies. Il y a toutefois des inquiétudes qui concernent en fait le pouvoir qu'aura la famille Trump sur cette crypto-monnaie. Est-ce qu'il sera total? Est-ce qu'il y aura potentiellement des risques de manipulation, voire de la corruption sans une certaine dose de régulation? Mehdi Bouzouina, vous avez couvert l'investiture de Donald Trump à Washington le lundi 20 janvier, cérémonie perturbée par le froid. C'est une cérémonie qui était censée être en extérieur, comme d'habitude, sauf qu'avec des températures qui pouvaient descendre jusqu'à -15 en ressenti, les autorités ont préféré la rapatrier à l'intérieur de la rotonde du Capitole, cette espèce de salle qui est juste en dessous du dôme du Capitole. Et en fait, de nombreux spectateurs qui étaient venus pour observer Donald Trump en vrai étaient forcément déçus parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur le périmètre, il n'y avait pas assez de place disponible. Donald Trump et ses invités se retrouvent dans l'église St. John's de Washington pour une cérémonie qui marque le début de la journée. La prestation de serment va se dérouler ensuite au Capitole, le bâtiment qui est donc le siège du Congrès, le Parlement américain. Mehdi Bouzouina, parmi les invités, il y a plusieurs milliardaires. Il n'y a pas qu'Elon Musk, le patron de Tesla et X, qui est devenu son bras droit. Juste en face de l'endroit où Donald Trump prête serment, on a évidemment sa femme, ses enfants, mais aussi un rang derrière, Elon Musk, et une brochette de mania de la tech, parmi lesquels on a à la fois le patron de Google, Sundar Pichai, mais aussi le patron de Facebook et d'Instagram, Mark Zuckerberg, ou encore le patron de Amazon, Jeff Bezos. Ils ont des places extrêmement avantageuses, c'est assez surprenant d'ailleurs, ils ont des places plus prestigieuses que des membres du gouvernement. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Peu avant midi, Donald Trump prête serment. Il ne le fait pas tout à fait en suivant la tradition. Normalement, il est censé prêter serment en mettant sa main gauche sur la Bible et en levant sa main droite en signe d'allégeance. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il ne pose pas sa main sur la Bible. C'est Melania Trump qui tient 2 Bibles entre ses mains, une qui appartenait à Donald Trump lorsqu'il était enfant, et une autre qui est la Bible de Lincoln, une Bible historique. C'est une Bible qui a été utilisée durant l'investiture d'Abraham Lincoln en 1861, donc elle a une portée symbolique assez forte. Et donc là, Donald Trump ne pose pas sa main sur la Bible. C'est un élément qui a été remarqué, qui a suscité beaucoup d'interrogations. Donald Trump n'a pas pour autant délaissé les références à Dieu. Dans son discours, il a longuement répété que c'était Dieu qui l'avait sauvé lors de la tentative d'assassinat du 13 juillet en Pennsylvanie pour qu'il puisse rendre sa grandeur à l'Amérique. President Clinton,
Donald Trump prononce ensuite son premier discours en tant que 47e président des États-Unis, un discours très ambitieux. C'est un discours qui est très volontariste. Il le commence en parlant d'un âge d'or de l'Amérique qui débute maintenant. The golden age of America begins right now. Donald Trump, pendant ce discours, il ravive un concept qui date des pères fondateurs de l'Amérique, qui s'appelle la destinée manifeste. C'est cette idée que le peuple américain est un peuple exceptionnel, qui a pour mission de civiliser, alors à l'époque, le continent américain et ensuite le monde. C'est quelque chose qui va être cohérent avec le reste de son discours, parce qu'il parle de récupérer, par exemple, le canal de Panama. Et dans ce discours, il évoque aussi l'économie, le pétrole et l'environnement. Donald Trump promet de libérer l'économie américaine. Un des moyens pour libérer cette économie américaine, c'est de relancer les forages de pétrole de masse, en sachant que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde. Il va utiliser cette formule « drill, baby, drill ». We will drill, baby, drill. Qui signifie fort, bébé, fort, du verbe forer à l'impératif. L'idée, c'est de dire, voilà, il faut que les États-Unis se concentrent moins sur l'environnement et plus sur la production. Donald Trump parle également dans ce discours au Capitole de la conquête spatiale et de Mars. Ça aussi, ça fait partie de la destinée manifeste, cette idée que les États-Unis doivent conquérir le monde et conquérir toujours plus de territoires. Il va parler de planter le drapeau américain sur Mars, un peu comme l'avaient fait Buzz Aldrin et Neil Armstrong sur la Lune en 1969. À ce moment-là, c'est difficile pour Elon Musk de se retenir de sourire. Aller sur Mars, c'est la mission de sa vie, c'est la raison pour laquelle il a lancé son entreprise SpaceX, c'est aussi la raison pour laquelle il a soutenu Donald Trump. C'est un moment assez fort pour le milliardaire. Parmi les autres points évoqués dans ce discours, il y a les personnes transgenres. Et là, en résumé, Donald Trump dit que ces personnes n'existent pas. Il parle, je cite, de délire transgenre. Clairement, quand Donald Trump il parle de délire transgenre, son objectif, c'est de parler directement à son cœur de cible trumpiste qui est très conservateur, voire évangélique. L'idée, en fait, c'est de dire il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Le gouvernement n'a pas à reconnaître les personnes transgenres. C'est clairement un sujet qui est aussi extrêmement cher à Elon Musk. On sait que les deux hommes se sont beaucoup rapprochés. Elon Musk, il a une histoire particulière avec la question parce que, en fait, sa propre fille a changé de sexe et c'est quelque chose qu'il a extrêmement mal vécu. Un peu plus tard, un buffet, un lunch est organisé au Capitole pour les convives du président. Au menu, tartare de tomates, côte de bœuf et glace au caramel. Midi bouzouina, Donald Trump va ensuite fêter son investiture avec tous ses partisans dans une salle de spectacle, la Capital One Arena. Il y a 20 000 supporters du président et le milliardaire Elon Musk prend la parole à la tribune. Le patron de Tesla, X ou encore SpaceX, qui doit bientôt diriger un département destiné à faire des économies dans les services publics, il dit quoi en résumé dans son discours ? C'est un discours qui est plein d'énergie. On a un peu l'impression de voir un enfant qui sautille sur scène. À ce moment-là, il dit « c'est ce à quoi la victoire ressemble » pour expliquer cette énergie. This is what victory feels like. Yeah! Il va passer beaucoup de temps à remercier ses soutiens et ses admirateurs, et il y en a beaucoup parmi les Trumpistes. Plus tard, il va saluer les engagements du président Trump de rendre les villes plus sûres, d'avoir une frontière plus sûre aussi et fermée. Et enfin, il va se concentrer sur la mission qu'il aura durant le mandat de Trump, à savoir piloter ce département de l'efficacité gouvernementale. L'idée, c'est de couper un maximum les budgets publics. Et on sait qu'Elon Musk va se faire un malin plaisir à réduire un maximum les dépenses publiques. C'est un thème sur lequel il s'exprime souvent sur les réseaux sociaux. À un moment, Elon Musk fait un geste qui ressemble beaucoup à un salut fasciste ou nazi. Lui s'en défendra plus tard. Mehdi Bouzouina, est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène ? C'est à peu près vers la fin du discours. Elon Musk, il a ce moment où il est très ému. Il veut remercier les gens qui l'ont soutenu contre vents et marées. Il appuie sa main sur son cœur et il lance son bras vers la foule dans un geste qui ressemble à s'y méprendre à un salut nazi. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Il s'en défend un peu sur le ton de la blague, mais c'est vrai que quand on regarde le personnage d'Elon Musk, quand on voit ses publications sur X, son réseau social, et la façon dont il reprend des arguments de l'AfD, qui est un parti d'extrême droite allemand, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions.
Après, on n'est pas dans sa tête, c'est très difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment au moment où il a fait ça. Après Elon Musk, c'est au tour du 47e président des États-Unis de s'exprimer devant ses supporters. Mehdi Bouzouina, il s'assied ensuite derrière un petit bureau et on lui tend plusieurs documents qu'il va signer les uns après les autres. Ce sont ses premières décisions, ses premiers décrets présidentiels. Décrivez-nous ce cérémonial. Il faut imaginer Donald Trump au cœur d'une arène, un peu comme dans un match de boxe. Il est sur une espèce de bureau avec le sceau de la présidence et on lui tend des porte-documents avec à chaque fois les décrets à signer. Pour chaque décret, on explique très rapidement de quoi il s'agit. Ensuite, il le monte vers la foule et les Trumpistes applaudissent. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Décrivez-nous son attitude quand il montre ces documents qu'il vient de signer. C'est une attitude assez étrange, un mélange de sérieux, il a le visage fermé et on sent qu'il y a un peu une dose d'ironie. C'est une attitude assez classique chez Trump. On a l'impression qu'il est irrité, mais en réalité, il apprécie énormément ce moment, il adore être en face de ses soutiens, il adore ses bains de foule et c'est un moment dont il va se souvenir. Et donc il signe des dizaines de décrets, à commencer par des mesures sur l'immigration. Oui, parmi ces mesures-là, il y a la mise en place d'un état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Il y a aussi la suppression du droit du sol, la limitation au maximum du droit d'asile. Toutes ces mesures, elles sont assez controversées. Elles viennent donner un cap assez strict à la politique migratoire de Donald Trump. Et concrètement, ces mesures, on n'est pas du tout certain qu'elles pourront être appliquées. Par exemple, l'abolition du droit du sol, le fait que quand un bébé naît sur le territoire américain, il devient, de fait, citoyen américain. Non, parce que si on regarde la Constitution américaine, on voit au 14e amendement que le droit du sol est garanti par le droit américain. Donc on a du mal à voir comment des juristes pourraient penser le contraire. Il y a une dose de provoque de la part de Trump, c'est aussi une manière de dire « Regardez, j'ai tenu mes promesses, même si elles ne pourront pas être appliquées ». Évidemment, c'est beaucoup de symbolique. Il signe aussi un décret prévoyant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, l'accord issu de la COP 21 à Paris en 2015. Oui, et lorsqu'il le fait, la foule, elle est en délire. Ça fait un moment que les Trumpistes voulaient sortir de cet accord, qui représente à peu près tout ce qu'ils détestent, un engagement environnemental vis-à-vis d'autres pays. C'est un moment assez fort de cette séquence politique. Vers 19h, heure de Washington, Donald Trump quitte la Capital One Arena et regagne la Maison-Blanche. Là, il signe d'autres décrets présidentiels, dont un pour gracier les assaillants du Capitole, les hommes et les femmes qui avaient attaqué ce siège du pouvoir américain après la défaite de Donald Trump il y a 4 ans. L'assaut avait fait 5 morts. Le président américain va gracier d'un coup plus de 1500 personnes qui étaient impliquées de près ou de loin dans cet assaut du Capitole. Parmi eux, il y a même des personnes qui ont été incarcérées pendant des années pour des crimes assez graves, de violence, de dégradation du matériel du Capitole. J'ai pu rencontrer certains de ces détenus qui ont été libérés. Ils ont passé la nuit et ensuite une bonne partie de la journée à attendre leurs camarades qui sortaient de prison un à un. C'est un moment assez particulier, assez lunaire. C'est comme si ça venait concrétiser la victoire d'une certaine Amérique sur une autre. Et l'un de ces assaillants libérés dit quelque chose de surprenant qui vous a marqué. Il a cette phrase assez rigolote où il dit à une personne qui vient de sortir « Bienvenue en Amérique », comme si on était entré dans une nouvelle ère et qu'en fait, ça y est, l'Amérique était libérée et qu'il allait pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits. Au cours de cette journée, Donald Trump a aussi annoncé d'autres mesures chocs, notamment le retrait de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS nous a escroqués, a-t-il lancé. Il promet également de fortes augmentations des droits de douane pour les importations, 25% pour le Mexique et le Canada, jusqu'à 60%, dit-il, pour la Chine. Et l'Europe sera également concernée, promet-il, sans donner de montant. Mehdi Bouzouina, la fête d'investiture du président se termine par un grand bal. Est-ce que vous avez recueilli des réactions de Trumpistes après tout ça? Ils sont satisfaits? Ils sont plus que satisfaits, ils ont fait la fête toute la nuit et évidemment qu'ils sont excités par ce qui est en train de se passer en Amérique, évidemment qu'ils sont impatients. Ils avaient un esprit de revanche, mais je trouvais qu'ils avaient la revanche relativement festive. On aurait un peu dit des enfants à Disneyland. On verra ce que ça donnera dans les jours et les semaines à venir, mais évidemment ils sont du côté des vainqueurs, donc ça se fête. Et les démocrates, vous savez comment ils ont vécu toute cette journée?
Les démocrates n'ont clairement pas fait la fête, mais ils avaient la gueule de bois au lendemain de l'investiture. Il faut savoir que Washington est une ville très progressiste et dans toute la ville, il y avait des cafés bondés de partisans de Trump avec des casquettes rouges « Make America Great Again », des progressistes qui sont là à leur servir le café et à faire comme si de rien n'était. Évidemment, les mines étaient totalement déconfites de ce côté-là du comptoir. Ceux que vous appelez les progressistes aux États-Unis, ils sont inquiets aujourd'hui ? Ils sont plus qu'inquiets, c'est comme s'ils vivaient dans un pays qui n'était pas tout à fait le leur. Ils voient les décrets qui sont en train d'être mis en place, mais ils ne sont pas non plus naïfs, ils connaissent le phénomène Trump et ils savent qu'il y a une bonne partie de ce qu'il dit qui est du bluff. Pour les plus militants, pour lesquels ça sera difficile, ils seront probablement investis dans des associations pour la défense des migrants, pour protéger le droit des femmes. Mais c'est clairement un moment politique difficile pour eux. Merci Mehdi Bouzouina. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Ça nous aide pour la mise en avant par les algorithmes. Et puis n'hésitez pas à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.